Kompass bringt fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass, jetzt auf Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Bonsoir Guinée, bonsoir Lomé, amis panafricanistes. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique et bien sûr Radio Canal K en Suisse alémanique. Eh bien, vous suivez donc la deuxième partie de cette édition. Merci à nos auditeurs de Légende FM à Lomé au Togo et la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Eh bien, dans la deuxième partie de cette édition, nous aborderons avec nos invités qui seront en ligne, en direct depuis Guinée-Conakry et également depuis Lomé, les questions sur les élections législatives, notamment en Guinée-Conakry et au Togo. Et bien sûr, et ce sera dans un instant dans cette émission. Et comme au Togo, le climat politique est toujours tendu sur le processus des législatives, et contrairement à la Guinée-Conakry, où le pouvoir et l'opposition ont signé un accord mercredi dernier, un accord politique global sur le dossier des législatives. Nous vous proposons donc dans un instant notre éditorial sur la crise sociopolitique au Togo. Merci de votre fidélité. Pour une fois encore, la perspective de la tenue des élections législatives attire au Togo des craintes d'explosion. Et pour cause, le pouvoir refuse d'aborder cette échéance par une approche consensuelle. C'est la confusion totale après le décret présidentiel pris à cet effet par le président Faure Gnassingbé. Un décret qui vient comme pour confirmer la date du 21 juillet pour la tenue des prochaines élections législatives, organisées donc par une commission électorale nationale indépendante CENI, boycottée donc par l'opposition qui boude sa composition déséquilibrée en faveur des partis alliés au pouvoir, UNIR et UFC. À cela, vient s'ajouter d'autres anomalies qui font redouter une véritable mascarade en préparation. Le code électoral, dans sa version définitive, d'après les modifications, n'est toujours pas disponible. L'opposition redoute qu'on ait introduit des dispositions qu'on tente de lui cacher. Sur un autre plan, les deux regroupements de l'opposition fustigent le refus du pouvoir de respecter des arrangements politiques convenus à l'issue des discussions entre pouvoir et opposition, sous la facilitation de Monseigneur Nicodème Barriga et l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Il s'agit de la question de l'élargissement des détenus politiques dans l'affaire des incendies des marchés, le réaménagement des CELI, pour y prendre en compte les représentants de l'opposition ainsi qu'à la présence des délégués de l'opposition dans les bureaux de vote, également sans oublier le règlement de la question des 9 députés dont le mandat parlementaire a fait l'objet d'une rupture abusive et illégale, ainsi que le redécoupage électoral. Face à tout cela, des appels tous azimuts sont lancés en faveur de la tenue d'un dialogue avant les élections législatives. Du côté de l'opposition, le ton monte. La coalition arc-en-ciel n'attend pas aller à ces élections si la question de la représentation de l'opposition dans les CELI et dans les bureaux de vote n'est pas réglée. Si le nombre de la situation géographique des bureaux de vote ne sont pas clairement établis
et si une solution acceptable n'est pas trouvée à la question du vote par procuration, avait déclaré Brigitte Kafue-Achamago Johnson, coordinatrice en exercice de cette coalition. C'était mercredi dernier lors d'une conférence de presse à Lomé au Togo. Et bien après l'Union européenne et la CEDEAO qui ont exhorté la classe politique togolaise à un dialogue franc et sincère avant les élections législatives de cette année, le prélat togolais, Monseigneur Nicodème Bariga, président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, avait mis en garde contre les arrestations et les conflits ouverts entre partis politiques qui ne cessent de perturber le pays. Il avait déclaré, je cite, « Il suffit d'une étincelle pour embraser tout un pays et le faire basculer dans l'horreur. » Actuellement, les manifestations récurrentes, les grèves des syndicats, les propos belliqueux tenus dans les médias, etc., sont autant d'éléments qui font redouter ces vagues de tension au Togo. Le peuple est souverain, mais on lui enlève son pouvoir d'expression de cette souveraineté en méprisant son choix. Les plus optimistes au Togo espèrent un consensus pour repousser la date des élections prévues pour le 21 juillet prochain. Rien n'est moins évident avec la fixation de la date de l'ouverture de la campagne électorale au samedi 6 juillet par décret présidentiel. Des observateurs craignent que le processus débouche sur une pantalonnade électorale avec son cortège de contestation et répression. Que Dieu protège le Togo. Les élections arrivent encore. À quoi ben Baba Tunier? Élection n'est pas synonyme de violence, ni de désordre, ni de division. Eh bien, élection n'est pas synonyme de violence et d'anarchie chantée par Amen Jah Cissé. C'est pas moi qui le dis, vous venez d'écouter cette chanson chantée par Amen Jah Cissé. Nous sommes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité. Eh bien, les législatives auront-elles lieu le 21 juillet prochain comme prévu par le gouvernement togolais? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Alors le doute est permis car la classe politique n'arrive pas à accorder des violons pour ruiner les législatives consensuelles et apaisées voulues par tous. La discussion, initiée sur demande de l'opposition et donc parrainée par le prélat Bariga, fait toujours son chemin. Cette discussion aurait débuté hier et s'est poursuivie ce samedi à Lomé. Mais l'aboutissement n'est pas pour demain, ce qui est vraiment regrettable pour beaucoup de Togolais. Selon nos informations, un nouveau rendez-vous est encore prévu pour mardi prochain. Pour l'instant, le processus électoral est mis entre parenthèses. Alors, le discours officiel du chef de l'État faisant ouverture de la campagne électorale n'est toujours pas ouvert et n'est toujours pas également à l'ordre du jour et personne ne sait officiellement si le Togo est en campagne ou non. Même si nous avons des brides d'informations qui nous permettent de croire que la coalition arc-en-ciel et la coalition Sauvons le Togo ont affligé leurs points de vue divergents et que certains tentent de reléguer le dialogue au second plan, car ayant obtenu leur représentation à la CELI et un report non officiel d'une semaine, ils pensent avoir
satisfaction. Mais d'autre part, d'autres également, croient que les législatives sans dialogue et sans mesure d'apaisement produiront les mêmes effets, à savoir manifestation de rue et répression dans le sang. Eh bien, pour en savoir un peu plus sur ce dossier et des élections législatives au Togo, nous accueillons dans un instant notre correspondante Fabi Kwasi à Lomé. Le Togovie.com, Afripressa, TogoActualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Fabi Kwasi, bonsoir. Sylvain Amos, bonsoir à tous. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Fabi Kwasi, selon des indiscrétions, nous avions appris que le pouvoir et les deux regroupements de l'opposition, à savoir le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, ont ouvert en coulisses encore un dialogue. Alors Fabi, est-ce que vous avez eu des échos sur les clauses de cette discussion entre pouvoir et opposition? Est-ce qu'il est quand même rappelé que ces discussions ont été suivies par Monseigneur Bariga? Fabi Kwasi. Oui, exactement, Sylvain Amos. C'est des discussions qui sont présidées par Monseigneur Nicodème Bariga, le président de la CVJR, et puis l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Difficile de savoir ce qui a filtré. Ce vendredi, il y a eu au moins 5 heures de discussion entre représentants de l'opposition et du pouvoir. Rien à se mettre sous la dent sur les exigences sur le report des législatives et l'ouverture d'un dialogue. Il a fallu donc que les deux facilitateurs rencontrent le chef de l'État togolais hier tard dans la nuit pour rouvrir d'autres discussions ce samedi matin. 4 heures d'horloge de discussion ce samedi donc, avec pas grand résultat. Les discussions sont relancées sur le mardi prochain et donc il est demandé d'éviter d'utiliser le vocable dialogue. Est-ce que ce sont des dialogues qui vont s'ouvrir le mardi? En tout cas, la classe politique togolaise se retrouve mardi prochain, ce qui suppose que le processus s'est mis entre parenthèses pour l'instant, même si à l'heure où nous faisons donc ce direct, il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part des gouvernements togolais. Le pouvoir entretient le flou autour de ce processus électoral, l'un des plus cacophoniques et les plus atypiques que le Togo ait jamais connu. En tout cas, la pression a été forte pour arriver à cette discussion en catimini de 48 heures, on va dire. La pression a été forte avec beaucoup d'appels incessants à l'arrêt du processus et à l'ouverture d'un dialogue pour éviter le cycle infernal de violence auquel le Togo est habitué avec les processus électoraux. Le corps diplomatique y a mis son grain, la conférence des évêques, celle des églises presbytériennes et méthodistes du Togo, la société civile, sans oublier Paris, Bonn, Washington, selon nos informations. En tout cas, c'est clair, le représentant du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bahara, aurait soutenu hier qu'il n'avait pas mandat pour attester ou en tout cas pour donner l'accord sur le report des élections ou sur l'ouverture d'un dialogue. Donc il a fallu qu'on rencontre le numéro 1 togolais et donc les discussions reprennent mardi prochain et on verra donc si effectivement il y aura un report officiel et de combien de temps, parce que hier il semblerait qu'il y aura un report d'1 semaine et de 2 semaines sans plus. C'est ce que aurait concédé Faure Gnassingbé, mais la classe politique, notamment du collectif Sauvons le Togo, dit que en 2 semaines on ne peut pas régler les questions d'irrégularité inhérente donc à ce processus-là, et il va falloir qu'on reporte vraiment les élections de plusieurs mois, en tout cas de plusieurs semaines, pour faire une élection transparente et propre. Donc Fabi Kwasi, ça dit que la campagne électorale n'est pas encore ouverte, c'est ça? Par décret,
oui, Sylvain, par décret, elle a été ouverte, mais c'est vrai que les Togolais ont attendu en vain le discours d'ouverture officielle de la campagne par le chef de l'État ce vendredi nuit, discours annoncé pour le JT, pour le journal de 20h. Selon les informations, tout était prêt, caméra, téléprompteur, mais suite à la visite des facilitateurs au dialogue ou aux discussions, Monseigneur Barriga, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, et donc avec les urgences, les exigences du report et l'ouverture du dialogue, ont fait que le numéro 1 togolais n'a pas lancé officiellement la campagne. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a un flou qui entoure ce processus. En tout cas, ce n'est pas une grande ambiance de campagne comme on en connaît au cours d'autres scrutins, des scrutins précédents. Si les petits partis politiques font semblant de mettre quelques affiches ici et là et de sillonner quelques quartiers avec quelques petites caravanes, il faut dire que les gros morceaux sont toujours en stand-by et attendent l'issue des discussions avant de savoir sur quel pied danser. Donc la campagne elle est là, personne n'a dit que le report est consommé, personne n'a infirmé, personne n'a confirmé. Donc il n'y a pas d'annonce officielle comme je le disais, mais par décret la campagne a été ouverte. Les Togolais auraient préféré avoir un discours de M. Faure-Gnassingbé pour ouvrir directement la campagne, ce qui n'a pas été le cas. Même à 0h, les gens ont fait le pied du grue autour de leur poste téléviseur pour voir si effectivement, au moins à 0h, la campagne sera lancée officiellement par Faure-Gnassingbé. Ça n'a pas été le cas. Donc nous sommes samedi et la campagne, on ne peut pas dire officiellement ou en tout cas effectivement qu'elle a démarré par ici. Fabi Kouassi, merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Eh bien, la Cour de la CEDEAO a rendu son arrêt dans l'affaire Kwacha-Gnassingbé. Mais au Togo, la justice et les avocats interprètent chacun différemment cette décision. Et pour en savoir un peu plus, nous accueillons un des avocats de Kwacha-Gnassingbé, notamment Jovi Gali, en direct depuis Lomé dans un instant. togocity.com, ici lomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Maître Jovi Gali, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Eh bien, après des mois d'une bataille juridique sans merci, la Cour de la justice de la CEDEAO rend finalement son arrêt. Au terme de cette décision, votre client Kwacha Gnassingbé est-il libre ou pas, maître? Est-ce que vous êtes satisfait de la décision de la Cour de la CEDEAO? Oui, je suis plutôt satisfait. Disons que sur l'essentiel, la Cour a dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que le procès n'a pas été équitable. La Cour a affirmé donc que le droit à un procès équitable a été violé et en conséquence, la Cour a ordonné à l'État togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation du droit à un procès équitable. Je crois que c'est l'essentiel de la décision. Donc, une fois que le procès n'a pas été équitable, une fois que le droit des requérants, dont mon client Kwacha Gnassingbé, le droit à un procès équitable a été violé, ça suppose que toutes les conséquences du procès sont tombées et sont anéanties de ce fait. En conséquence, la Cour ordonne à l'État de prendre les mesures nécessaires. Ça veut dire que, logiquement, l'État doit procéder à la libération de mon client. Logiquement. Donc, nous attendons que la décision soit notifiée à l'État togolais, voir son comportement.
Justement, justement, cette décision de la Cour de la CEDEAO crée toute une polémique au sein de la classe, au sein de l'opinion nationale et internationale également. Chacun y va de ses interprétations et pour le ministre de la Justice, la Cour n'a pas ordonné la libération des détenus, mais en même temps, le même ministre dit que le Togo va se conformer à l'arrêt de la Cour de la CEDEAO. Alors, votre réaction après la sortie du ministre garde des Sceaux togolais? Alors, il y a deux choses. Ou alors, le ministre n'a pas compris la décision, ou il a bien compris, il est mal à l'aise. Car ce qui est clair dans la décision, c'est que la Cour affirme trois choses. Un, que les requérants ont été torturés, et que sur la base des tortures, le procès diligenté est donc fait dans des conditions de non-équité. Deux, que les droits de la défense des requérants ont été violés. Et trois, en conséquence, donc, il y a eu procès inéquitable. Et la Cour ordonne, de moins très clair, à l'État togolais de prendre toutes les dispositions pour que les mesures urgentes, nécessaires et urgentes, pour qu'on cesse la violation du droit à un procès équitable. Si la Cour dit qu'il faut faire cesser la violation, ça veut dire que la violation se poursuit. Or, logiquement, qu'est-ce qui se poursuit dans cette violation après le procès? C'est bien entendu la détention des condamnés. Donc, je crois que même si la Cour n'a pas dit noir sur blanc, ordonne la libération des requérants, encore emprisonnés, en disant qu'il faut faire cesser la violation du droit à un procès équitable, eh bien tout le monde comprend la moindre des choses, tout le monde comprend que ce qui se poursuit comme violation, c'est bien entendu la détention, n'est-ce pas, de ces personnes condamnées. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Je pense que dans l'arrêt, la Cour a procédé à plusieurs étapes et a répondu à chacun de nos moyens. Et nous avons soulevé, entre autres moyens, que les droits de la santé ont été violés. La Cour a dit non, le droit à la santé n'a pas été violé. On n'est pas d'accord, mais c'est ce que la Cour a dit. Nous avons dit que le droit à la visite a été violé. La Cour a dit non, le droit à la visite n'a pas été violé. Nous ne sommes pas d'accord, mais la Cour l'a dit. On dit que le droit à l'intégrité physique et morale a été violé. La Cour a dit oui, ils ont été torturés. Nous avons dit que le droit à leur détention a été fait sur une base illégale et donc arbitraire et qu'il faut les libérer. Alors la Cour dit non, leur détention n'a pas été faite, sous-entendu la détention avant le procès, bien entendu. Oui, maître, avec tout ce que vous venez de relever là, est-ce que vous ne pensez pas que cette Cour de justice de la CEDEAO joue néanmoins un tout petit peu le jeu du pouvoir en rendant des décisions sujettes à interprétation, hein? Et c'était le même scénario avec le dossier des députés de l'ANC qui ont été révoqués, hein? Alors finalement, on peut se poser la question de savoir si cette Cour de la CEDEAO est-elle vraiment indépendante, maître Jovigali? D'abord, je voulais terminer ce que je disais, c'est que la Cour est tenue de répondre à tous nos moyens. Et c'est ce qu'elle a fait. Deuxièmement, ce qui est d'important dans la décision, je l'ai dit, c'est qu'il dit qu'il y a un procès inéquitable, que le droit à un procès a été violé, et c'est le plus important. Maintenant, vous demandez de savoir si la Cour est indépendante. Je pense que la Cour est indépendante. Que les juges de la Cour subissent des pressions, cela va de soi. Je pense que dans cette affaire précisément, le pouvoir togolais a tout mis en œuvre pour mettre la pression sur les juges pour obtenir une décision en sa faveur. Ce qui est aussi vrai, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une instance d'appel qui peut casser des décisions déjà prises par les instances juridictionnelles nationales. Donc, dans le cas précis, la Cour suprême du Togo a déjà rendu une décision qui est devenue définitive et qui a condamné nos requérants. Donc la Cour ne veut pas demander de réformer la décision de la Cour suprême. Tout ce qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle a fait, c'est de constater qu'il y a violation des droits de l'homme et en conséquence de demander que cette violation soit cesse si elle se poursuit ou soit réparée si elle est déjà éteinte. Donc,
C'est ce qui explique pourquoi la Cour utilise souvent des formules alambiquées, parce qu'elle ne veut pas dire nous ordonnons la libération parce que, ce qui nous aurait arrangé nous aussi, mais elle trouve des formules pour ménager les institutions locales. Effectivement, ça peut poser des problèmes parce que chaque fois les décisions sont sujettes à interprétations diverses et souvent contradictoires. Mais en réalité, lorsque la décision est lue avec un sens rigoureux du droit, lorsqu'un bon juge lit cette décision, il est clair que l'ensemble du dispositif se résume en plus essentiel. À 2 reprises, la Cour a dit ordonne. Une fois, elle a dit ordonner à l'État de prendre des mesures et décisions nécessaires et urgentes pour faire cesser la décision. Et la deuxième fois, elle a ordonné à l'État togolais de payer aux requérants telle somme. Donc, je crois que ce n'est pas la peine de polémiquer. Justement, il est vrai que la Cour ne veut pas effrayer ou effaroucher les États africains, de la CEDEAO, et trouve souvent des formules qui puissent permettre de comprendre en disant une chose tout en ne le disant pas. Je suis de votre avis que cela peut poser des problèmes. Justement, oui, maître. Il ne faut pas demander trop aux gens. Exactement. Et maître, la Cour de la CEDEAO estime également que votre client Pachanya Singbe a été jugé au délit de flagrance, et comme tel, le droit à son immunité parlementaire n'a pas été violé. Une décision que vous contestez également. Alors, comment expliquer cela, maître? Alors, moi, je pense que fondamentalement, la Cour n'a pas envie de dire que Pachanya Singbe a été détenu de manière arbitraire, et donc trouver les moyens pour dire que son immunité n'a pas été violée. C'est-à-dire que nous avons raisonné en disant à la Cour, il n'y a pas levé de son immunité parlementaire avant d'être jugé. Donc, il est en détention arbitraire, donc il faut ordonner sa libération. La Cour ne veut pas nous suivre. Ce qu'elle a fait, elle s'est contentée de lire la Constitution qui dit que les députés sont couverts par l'immunité parlementaire, sauf cas de flagrant délit, aucun député, aucun sénateur ne peut être arrêté ou poursuivi. En réalité, lorsque le flagrant délit est établi, ce qui n'est pas le cas de l'affaire Pacha, puisque Pachanya Singbe a été arrêté 48 heures après les faits, et que le procureur de la République lui-même a dit que l'attaque de son domicile, ce que nous appelons une tentative d'assassinat, a eu lieu en vertu, n'est-ce pas, d'une information déjà ouverte, qu'importe, mais il a été arrêté 48 heures après les faits, donc il n'y a pas de flagrant délit. Mais quand bien même il aurait eu flagrant délit, il est normal, en vertu des dispositions du principe constitutionnel de l'immunité parlementaire, et surtout des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée, qui prévoit expressément les différents cas où l'immunité doit être levée, il lui fallait d'abord lever l'immunité parlementaire avant de juger le président Singbe. Et donc nous avons posé cette question exceptionnelle à la Cour suprême, mais elle a estimé devoir passer. Excusez-moi. Donc, puisque la Cour ne veut pas dire que le président Singbe a été détenu de manière arbitraire, du fait que son immunité n'a pas été levée, elle a trouvé le successif de faire une lecture biaisée, comme la Cour suprême du Togo l'a fait, des dispositions constitutionnelles en disant que parce qu'il y a flagrant délit, en réalité, il n'en est pas, mais qu'importe, parce qu'il y a flagrant délit, donc il n'y a pas de violation du droit à l'immunité parlementaire. Ce que nous contestons formellement, parce qu'en réalité, si on dit les choses de cette manière, il suffit que dans notre pays, à tradition francophone en tout cas, on veut arrêter un député ou un sénateur, il suffit de lui coller un flagrant délit, même si le flagrant délit n'existe pas. Justement. Donc, fondamentalement, c'est une manière pour la Cour de ne pas s'embarrasser, de tirer des conclusions logiques d'une situation qui peut le mettre, ne pas la mettre à l'aise. Nous, on a compris ça comme ça. Bien sûr. La Cour a bien joué, si vous voulez. Bien sûr, maître. En réalité, oui. Pachanya Singbe a eu son immunité parlementaire qui était violée. Et ce qui est clair. Maître Jovi Galé, autre décision de la Cour de la CEDEAO, il était question également de la déchéance civique prononcée contre certains accusés et l'annulation de la décision de confiscation des biens de Pachanya Singbe. Alors, décision prononcée en septembre 2011 par la Cour suprême du Togo. Alors, connaissant bien le pays dans lequel vous êtes, et surtout, et parlant du fait que
la Cour n'a pas les moyens de coercition, hein, et n'est ni quand même le gendarme du Togo, hein, quand même. Alors pensez-vous que l'application de cette décision est possible, Maître Djovigali? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis simplement qu'on va voir la bonne ou la mauvaise foi de l'État togolais. Il est certain qu'il y a un acharnement contre. Parce que si je suis de lire le COP Togo hier et aujourd'hui, et surtout d'aller sur le site du parti, du nouveau parti de Pognatimbe Unis, pour voir l'acharnement d'une violence rare avec lequel, l'acharnement avec lequel il traite le député Pognatimbe. Donc, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Mais je pense que le Togo ne va quand même pas continuer à se mettre au dos de la communauté internationale et particulièrement la CEDEAO en refusant d'exécuter une décision prise par l'institution communautaire. Donc je crois que même si telle n'est pas la volonté, en tout cas si les personnes de cette manière de nos dirigeants au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils seront contraints, obligés d'une manière ou d'une autre à exécuter la décision de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut, où la justice laisse à désirer, où aucune institution ne marche, et tout est à volo, etc. Donc, c'est un combat permanent qu'il faut mettre. Bien sûr, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le Togo est dans une situation totalement scandaleuse au point de vue des règles des institutions qui marchent. Exactement. Maître Djovigali, on parle souvent de l'instrumentalisation de la justice togolaise. Alors, la Cour de la CEDEAO vient de rendre une décision demandant effectivement la libération de Pachanya-Timbe. Alors, jusque-là, il n'est pas encore libéré, il n'est pas encore trop tard quand même, il faut le dire. Alors, allez-vous, si Pachanya-Timbe n'est toujours pas libéré, allez-vous retourner encore vers cette Cour de la CEDEAO? Et puisque la Cour n'en parle pas implicitement de l'élargissement de votre client. Bien entendu, si après 3 mois, ou après la signification de la décision du gouvernement togolais, le gouvernement ne s'exécute pas, nous allons retourner auprès de l'institution juridictionnelle communautaire pour demander de donner une lecture exacte et rigoureuse de sa propre décision, c'est évident. Si elle dit faire cesser immédiatement la violation du droit à un procès équitable et que le gouvernement comprenne ça autrement que comme il devait comprendre, il faudra bien que la juridiction communautaire dise exactement ce qu'elle veut dire par là, ce qui se comprend même pas un élève de CM2 de ce point de vue-là. Donc nous pensons retourner devant l'institution juridictionnelle communautaire, devant la Cour de justice de la CEDEAO, si d'aventure le gouvernement togolais s'entête à ne pas comprendre cette décision qui me semble quand même très claire et qui doit aboutir, n'est-ce pas, à l'établissement de ceux qui sont encore détenus dans mon client Pachanya-Timbe. Merci beaucoup, Maître Djovigali, de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. En Guinée-Conakry, le pouvoir et l'opposition ont finalement signé mercredi dernier un accord politique global qui définit toutes les modalités pour permettre enfin l'organisation des élections législatives transparentes et inclusives. Eh bien, pour en parler, nous allons prendre dans un instant ou tout de suite en direct depuis la Guinée-Conakry et ici même à Genève, nos invités qui sont déjà en ligne. Merci de votre fidélité. Tila, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis la Guinée-Conakry. Vous êtes le porte-parole de l'opposition guinéenne. Et depuis quelque temps, la Guinée a traversé une zone de turbulence, manifestation sur manifestation, répression suivie des blessés, des morts. Et bien finalement, l'opposition qui contestait la CENI
et l'opérateur chargé du recensement des listes électorales. Alors cette opposition a signé mercredi dernier sous l'égide, bien évidemment, du facilitateur Saïdinit, un accord. Alors d'abord, est-ce que vous êtes satisfait de ce consensus entre la mouvance présidentielle sur les dossiers des législatives, Boubacar Silla? Mais tout à fait, nous sommes globalement satisfaits. Sinon, on n'aurait pas posé nos signatures au bas de ces accords. Il est évident que nous aurions aimé avoir encore plus, mais un dialogue suppose un esprit de compromis, ça suppose un minimum de concessions. Nous avons fait les concessions qui étaient nécessaires, mais qui ne compromettaient pas la transparence des élections législatives. Et nous pensons que les accords que nous avons sont équilibrés et que ce sont des apports qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif ultime, aller à un scrutin électoral apaisé, inclusif, transparent et équitable. Justement, eh bien, un accord qui probablement va baisser la tension qui a été très vive en Guinée-Conakry il y a quelques mois. Mais il a fallu que Cellou Dalein Diallo, le farouche opposant, soit physiquement agressé, que le pouvoir dénonce enfin les violences et demande une enquête. Alors, pourtant, depuis 2 ans, les forces de défense et de sécurité tuent des manifestants en toute impunité. Alors, Boubacar Silla, est-ce qu'il y a un complot de connivence contre le peuple de la Guinée? Bon, écoutez, c'est tout ce que nous avons reproché. Ça fait partie de ce que nous reprochons à ce pouvoir. C'est la culture de l'impunité qui se perpétue au travers ces exactions, ces brutalités, ces violences qui sont exercées par les forces de l'ordre et qui ne sont jamais suivies, même d'enquête administrative, a fortiori, de procédures judiciaires permettant d'identifier, d'envoyer devant les tribunaux et de condamner et de punir les responsables de ces exactions. Bon, mais nous avons engagé des manifestations sur les places et sur les voies publiques parce que nous n'avions pas d'autre recours. Nous avons interpellé le gouvernement sur la nécessité d'organiser ce dialogue qui a finalement eu lieu 2 ans après qu'on ait initié ces manifestations. Et nous avons demandé au pouvoir, par l'intermédiaire de lobbying auprès de la communauté nationale et internationale, par des conférences de presse, par des courriers, par toutes sortes de démarches pacifiques, pour que ce gouvernement accepte de s'asseoir avec l'opposition, pour que nous discutions face à face, autour d'une table, de façon directe, de nos divergences pour aller à des élections apaisées. C'est devant le refus réitéré du pouvoir d'accepter ce dialogue que nous avons décidé de recourir à ces manifestations, qu'il faut le dire, ont toujours eu une vocation pacifique. Et ce sont des manifestations qui s'inscrivent dans le respect de nos lois, puisqu'il s'agit de garanties de notre Constitution, et ce sont des manifestations qui sont réglementées par le Code pénal guinéen. Donc nous sommes inscrits dans cette logique de manifestation sur les places et sur les voies publiques, tout en respectant les procédures administratives requises à cet effet. Mais malheureusement, le pouvoir a voulu toujours disperser nos manifestations, empêcher le rassemblement et éviter que la forte mobilisation qui les caractérise ne soit considérée comme un désaveu de sa gouvernance. Donc c'est pour cette raison qu'il y a souvent eu des exactions. Et pour décourager l'opposition à organiser ce type de manifestation, à cause du fait aujourd'hui que le monde est médiatiquement couvert, on dit que le monde est aujourd'hui un village planétaire, le gouvernement sait pertinemment que nos regroupements qui mettent dans la rue plus d'1 million de personnes peuvent être considérés dans le monde entier comme des désaveux, comme des oppositions farouches à la gouvernance politique, économique et sociale appliquée par ce gouvernement. Donc, le gouvernement n'a jamais voulu que ces rassemblements puissent se dérouler normalement. Mais, bon, il est vrai qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec l'agression du domicile justement de l'opposition guinéenne. Mais nous avions déjà décidé de commencer ce dialogue. Nous avons déjà décidé d'éviter que ces violences qui s'exercent dans les rues ne soient récupérées par certains extrémistes et nous amènent progressivement à notre corps défendant vers des conflits ethniques, puisque cela avait effectivement commencé à être le cas au mois de mai. La Guinée l'a échappé belle. La Guinée a été 2 doigts de sombrer dans le chaos, à 2 doigts de voir une guerre interethnique opposer les citoyens. Heureusement, toute la classe politique s'est rattrapée et nous avons donc décidé, au-delà de tout préalable et de toute question préjudicielle, d'aller directement à un dialogue structuré pour résoudre nos problèmes dans le cadre d'une concertation nationale. Mais pendant que cette concertation était en cours, certains extrémistes du pouvoir, qui voyaient de mauvais œil ce dialogue s'organiser et aboutir certainement à un consensus politique national, ont été faire de la provocation au domicile de Cellou Dalein Diallo pour justement empêcher que ce dialogue ne continue, pour empêcher que l'opposition ne rejoigne le processus électoral, pour faire en sorte que ces élections ne soient pas inclusives. Parce que certaines personnes, certains partis politiques, certains mouvements savent qu'ils sont tellement minoritaires
que si l'opposition républicaine intégrait le processus électoral, il n'avait aucune chance d'engranger un minimum de suffrages et de disposer de quelques sièges à l'Assemblée nationale. Mais nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Bien sûr. Nous avons fixé des conditions pour reprendre ce dialogue. Tant mieux, oui. Les conditions nous ont semblé plus ou moins remplies par les autorités et nous avons donc été au mois de juillet, là, donc le 5 juillet dernier, nous avons été donc commencer ce dialogue. Bien sûr. Boubacar Sylla, tant mieux qu'un accord a été signé entre le pouvoir et l'opposition, et c'est ce que voulait également ce peuple, un apaisement politique en Guinée-Conakry. Et bien, et pour nous accompagner également en direct depuis Genève dans cet entretien, et nous discutons bien évidemment de la crise sociopolitique en Guinée-Conakry et justement les élections législatives. Nous avons notre confrère Abdoul Goudoussi Baldé, qui est chef de bureau du groupe de presse Africa Guinée, en direct depuis Genève. Je le dis, bonsoir. Bonsoir mon ami Sylvain et bonsoir monsieur Sylla. J'espère que vous l'avez suivi, hein? Oui, j'ai suivi M. Sylla. Oui, écoutez, le problème guinéen, nous le suivons, comme il l'a dit, depuis que la maladie a terrassé en fait le général Lansana Conté. Les problèmes guinéens, disons, il y avait des problèmes, mais en tout cas, les problèmes ont empiré depuis cette époque-là. Et donc, nous aussi, de notre côté, nous participons à tout ce combat-là. Et nous savons, peut-être tu connais un peu l'historique, hein. On est passé des forces vives avec tout ce qui s'est passé avec le CNDD, et est-ce qu'on est arrivé à l'élection du président Alpha Condé. Donc moi je voulais demander à M. Sylla, est-ce que aujourd'hui il pense que M. Alpha Condé a changé? Parce qu'il convient avec moi que vraiment M. Alpha Condé et ses alliés qui ont toujours bloqué le dialogue, qui ont refusé le dialogue depuis 2011, qu'ils ont commencé à réclamer vraiment cette discussion avec la mouvance. Est-ce que pour lui, M. Alpha Condé a changé aujourd'hui? Eh bien, justement, M. Boubacar Sylla, est-ce qu'il faut féliciter plutôt le président Alpha Condé pour avoir tenu ce dialogue, ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est une pression internationale? Je pense que également ça revient à la même question que voudrait vous soumettre notre confrère Abdoul Goudoussi Baldé. Écoutez, je crois que c'est l'avenir qui nous dira si le professeur Alpha Condé a réellement changé. En tout cas, le discours, lui, l'a changé. Les apparences semblent en tout cas laisser à penser qu'il y a une inflexion dans la façon dont il voudrait gouverner le pays, en ce qui concerne tout au moins le processus électoral. Bon, mais nous attendons de voir. Mais tout ce que nous savons, c'est que ce pouvoir ne voulait pas de dialogue. Depuis 2 années, nous avons réclamé ce dialogue. Depuis des années, nous avons fait des manifestations, nous avons utilisé tous les recours imaginables pour que le gouvernement accepte une discussion avec nous. Au mois de décembre 2011 jusqu'en février 2012, le gouvernement a organisé un simulacre de dialogue qui était en fait un forum d'une centaine de partis politiques que le gouvernement a invité au Palais du Peuple pour discuter soi-disant du processus électoral. Et il y a eu un consensus à minima. Et ce consensus a fait l'objet d'un rapport qui a été transmis au président de la République pour sa mise en œuvre. Depuis que ce rapport a été rangé dans les tiroirs de la présidence en février 2012, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas ressorti. C'est-à-dire que le président ne s'est jamais prononcé sur les conclusions de ce rapport. Donc, que le président Alpha Condé ait changé, nous verrons. Nous verrons sur la façon dont les conclusions de ce dernier dialogue-là, ce dialogue qui s'est clôturé donc le 3 juillet, nous verrons si sa mise en œuvre ne sera pas de nouveau entravée par la présidence de la République. Parce que tous les problèmes que nous avons eus en Guinée, toute cette crise et l'espace politique qui en a suivi, a été organisé, a été voulu de toutes pièces par la présidence de la République. Il ne s'agissait pas d'une fatalité, cette crise. Nous sommes sortis de l'élection présidentielle avec un minimum de consensus sur l'organisation de l'élection présidentielle. Un consensus qu'il ne fallait pas briser pour aller aux élections législatives. C'est le président de la République et son gouvernement qui ont remis en cause toutes les institutions, toutes les procédures qui existaient pour la présidentielle et qui ont voulu en quelque sorte organiser une fraude électorale massive en mettant en place une CENI à sa dévotion, en faisant venir un nouvel opérateur technique pour la révision du fichier, en décidant qu'on ne ferait plus de révision de ce fichier, mais qu'on établirait une nouvelle fiche électorale, en faisant en sorte que le groupe international de contact, qui était en fait une sorte d'interface entre les partis, que ce groupe soit purement et simplement dissous, et remplacé par un autre informel sans mandat international
c'est-à-dire le groupe des amis de la Guinée, celui qui a voulu que le président de la CENI, qui nous a amené à l'élection présidentielle, le Malien Sangaré, soit remercié et remplacé par une personnalité contestée, la plus contestée de la CENI, M. Luceni Camara. Bref, tous ces problèmes-là ont été créés par l'immixtion du président de la République dans le fonctionnement de la CENI et par la modification des règles du jeu électoral. À ce moment que l'opposition a décidé de se lever et de ne pas attendre que cette fraude massive puisse se traduire dans les faits, nous amener à des élections dont les résultats vont probablement être contestés par les compétiteurs électoraux, avec à la clé des conflits post-électoraux qui pouvaient dériver, qui peuvent nous amener vers une véritable guerre civile, comme cela s'est passé dans certains pays limitrophes. Donc en fait, le professeur Alpha Condé, peut-être qu'il a changé, peut-être que sous la pression des événements à l'intérieur, peut-être avec le risque de guerre civile qui se dessinait au mois de mai dernier, au terme de nos manifestations très suivies par la population, ou à raison de la pression de la communauté internationale, qui, il faut le dire, est intervenue de façon efficace en République de Guinée, massivement et de façon suivie. Peut-être que c'est pour tout ça qu'il a dû reculer, il a dû accepter certaines concessions. On attend de voir si c'est sincère, si c'est le reflet d'une réelle volonté politique. Exactement, attendons de voir. Une tactique politicienne. Nous allons relancer notre confrère Abdoul Koudoussi Baldé. Est-ce que vous avez une réaction après l'intervention de Boubacar Silla? Oui, ma réaction par rapport à l'intervention de M. Silla, en fait, c'est pas. Je vais dans le sens de ses propos. Hein. Je crois que nous. Moi, j'ai pas beaucoup de désaccords avec le combat que mène M. Boubacar Silla. Donc, le président de l'Union des forces du changement, si je me trompe. Donc, aujourd'hui, membre de l'opposition républicaine, qui, je rappelle, pour mon frère Sylvain, regroupe quand même des groupes politiques. Hein. C'est pas seulement des partis politiques. Il y a le collectif pour la finalisation de la transition, dont fait partie le chef de file de l'opposition actuelle, Cellou Dalein Diallo, et l'ADP, donc c'est l'Alliance pour la démocratie et le progrès, je crois, dont fait partie M. Silla, et la FAG, l'Alliance des forces d'avenir de Guinée. Donc tout ce beau monde se retrouve aujourd'hui contre M. Alpha Condé, alors qu'au début, après le premier tour des élections présidentielles en 2010, beaucoup étaient dans son camp. Donc il y a eu certainement de frustration, et le gâteau peut-être n'a pas été partagé comme il le fallait, certains l'ont quitté. Mais dans tout ça, moi, ce que j'ai admiré, c'est surtout la venue de M. Aboubacar Silla dans son siège, M. Lansana Kouyaté du côté de cette opposition républicaine, qui a quand même permis de casser l'élan de division ethnique que le pouvoir a toujours voulu mettre en avant en Guinée. Donc si je vous dis au mois de mai, on n'avait pas un M. Silla, on n'avait pas un Baïdi Haribo, on n'avait pas un Lansana Kouyaté dans cette opposition républicaine, donc le schéma tous contre les peuples que M. Alpha Condé, peut-être pas lui, je ne sais pas que ça soit lui ou ces Sipo, ces extrémistes qui ne valent rien et qui voulaient coûte que coûte compter dans l'échiquier politique guinéen, peut-être on suggérait un tel schéma machiavélique. Donc, n'eût été vraiment la présence de ces personnalités que j'ai citées dans cette opposition républicaine, la guerre civile allait être vraiment quelque chose, une réalité en Guinée. Merci. Donc, au passage, je salue M. Aboubacar Silla pour tout ce qu'il a fait, pour tous ses efforts. Merci pour votre contribution, oui. Donc, je vais dire que j'ai suivi à la télévision la signature. M. Boubacar Silla a toujours été en avant, c'est le porte-parole de l'opposition républicaine. Leur réception par le président au palais Sékou Touré et tout ça, le discours du président Alpha Condé aussi, et celui de représentant des Nations Unies. Mais encore une fois, j'ai lu en fait les termes des accords, mais est-ce que j'ai pas vu un point qui parle de recours si toutefois une des parties ne respectait pas tout ce qui a été signé, disons, pendant ces élections législatives ou pendant, disons, la campagne. Quel est le recours qui est prévu en cas de violence provoquée par surtout certains extrémistes que nous reconnaissons vraiment de la part du gouvernement? On va lui soumettre la question. Boubacar Silla, vous avez suivi, hein? Oui, tout à fait. Mais je suis bien d'accord avec tout ce qui vient de développer par votre confrère. Je crois qu'il est bien au fait des problèmes guinéens. Je dois simplement ajouter que l'opposition républicaine
à un front encore plus hiérarchique qu'au moment où peut-être qu'ils s'informaient de l'arrivée de la FAC au sein de l'opposition. Maintenant, nous avons également le club des Républicains, le CDR, et un groupe de partis centristes, plus l'FDP, un parti politique, un groupe de partis politiques mené par M. Bamamadou Badiko, qui est président de l'RPD. C'est pour dire aujourd'hui que toute la classe politique guinéenne, en dehors du RPG Arc-en-Ciel pratiquement, est du côté de l'opposition et conteste la gouvernance du professeur Alpha Condé. Bon, effectivement, les accords que nous avons eus sont des accords qui sont très détaillés. Nous avons tenu à ce qu'on dit toujours que le diable est souvent dans les détails. Nous avons tout fait pour que ces accords soient très détaillés. Il y a des détails techniques dans ces accords que les citoyens lambda ne comprendraient pas, mais nous avons tenu à ce qu'ils y figurent, parce que pour nous, c'est une garantie de respect des dispositions, de toutes les mesures qui ont été prises pour encadrer ce processus électoral et éviter qu'il ne soit dévoyé au profit d'un camp, particulièrement au profit de la mouvance présidentielle. Bon, ces accords politiques, comme tout accord politique, ne peut pas avoir de recours judiciaire. On ne peut pas dire que s'il y a une partie qui ne respecte pas ses engagements, on l'a traduit devant les tribunaux. Ce que nous avons tout simplement prévu, c'est des structures de suivi de ces accords-là. Nous avons 3 structures de suivi que nous avons prévues au niveau de ces accords. Ce sont des structures qui figurent dans les accords proprement dit. Il y a un comité de suivi technique qui sera au niveau de la CENI et qui va surveiller au plus près l'opérateur technique Ouemar Sabari, chargé de la révision du fichier biométrique pour les élections. Et ce comité de suivi technique comprend des techniciens des deux bords, de la mouvance et de l'opposition, et qui vont être assistés de certains techniciens de la communauté internationale qui sont déjà détachés par elle auprès de la CENI. Et il s'agit du système des Nations Unies, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union européenne, ainsi de suite. Nous avons un deuxième comité qu'on a appelé comité de veille, qui va être là aussi pour surveiller le respect par la CENI des principes qui régissent son fonctionnement. C'est-à-dire faire en sorte que la CENI ne connaisse plus les dysfonctionnements qui ont caractérisé son fonctionnement par le passé, mais faire en sorte que la Commission électorale nationale indépendante fonctionne dans le respect de ses textes fondateurs, dans le respect du code électoral, dans le respect de son propre règlement intérieur. Bon, ce comité de veille aussi, l'opposition en fait partie, la communauté internationale également. Nous avons une troisième structure de suivi qu'on appelle le comité de suivi des accords. Il y aura un grand comité de suivi des accords qui va se réunir une fois par semaine, qui comprend toutes les parties prenantes au dialogue, mais également encore la communauté internationale qui va y figurer en bonne place. Il faut dire que pour la première fois, des accords politiques signés en Guinée ont connu le paraphe de membres de la communauté internationale. Sur les 14 signatures qui sont au bas de ces accords politiques qui ont été donc conclus le 3 juillet dernier, vous avez 7 signatures qui ont été apposées par des Guinéens, mais vous avez 7 autres qui sont apposées par des représentants de la communauté internationale en Guinée. Et pas des moindres, puisque vous avez sur ces accords la signature de l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis à Conakry, vous avez la signature de l'ambassadeur de France, vous avez celle du délégué de l'Union européenne, vous avez celle de la déléguée spéciale du président de la CEDEAO, vous avez également la signature du représentant de l'OIF. Donc vous avez vraiment sur ces accords-là, si vous voulez, toutes les cautions, tous les témoignages nécessaires. Exactement. Pour que ces accords soient respectés par toutes les parties. Merci. C'est un cas de violation des règles. Les comités dont je viens de parler, les structures de suivi vont se réunir et interpeller la partie défaillante pour l'amener à rester dans l'accord. Justement. Et une dernière question rapidement qui est également très, très importante pour le peuple guinéen. Alors, ce peuple, c'est ce peuple guinéen qui perd souvent un lourd tribut en y laissant des blessés et des pertes en vies humaines. Et bien alors, également dans ce dialogue-là, et le gouvernement guinéen s'est également engagé à indemniser les victimes des violences politiques, acte quand même à mettre à l'actif de ce gouvernement guinéen. Est-ce que vous croyez effectivement à la bonne foi de ce pouvoir guinéen, Aboubacar Sylla? Écoutez, encore une fois, comme vous l'avez demandé au début de cet entretien, nous attendons de voir. Nous avons tenu absolument à ce que ces formules d'indemnisation, ce principe en tout cas, tout au moins, de ces indemnisations figurent dans l'accord, mais cela n'a été possible qu'après qu'on ait guerroyé pratiquement dans la salle de dialogue. Il y a une longue discussion, un long débat, parce qu'évidemment, la mouvance présidentielle, le gouvernement ne voulait pas entendre parler de cette indemnisation. Mais nous y avons tenu, nous en avons fait une question essentielle, fondamentale de ces accords, et c'est lorsque le pouvoir s'est rendu compte qu'il n'avait pas de possibilité de conclure ces accords sans que cette question ne soit examinée et ne figure dans le rapport final, et que le gouvernement, que les autorités se sont résolues à accepter. Donc, nous espérons encore une fois que les structures de suivi qui ont été mises en place vont veiller à l'application de toutes les dispositions, y compris de celles-ci. Mais nous attendons vraiment pas à ce que les choses se passent aussi facilement
Ça, le gouvernement et les autorités ont toujours refuté à ces victimes-là vraiment le statut du citoyen jouissant de leurs droits constitutionnels en manifestant dans la rue. Pour le gouvernement, ce sont des loupards, ce sont des personnes qui sont violentes, qui attaquaient les citoyens, et ainsi de suite, qui ne voulaient pas participer à nos manifestations, ce qui n'est pas du tout le cas. Merci. Une dernière réaction de notre confrère Goudoussi Baldé par rapport à cet accord signé entre pouvoir et opposition et sur les élections législatives qui devraient se tenir dans quelques mois à Guinée-Conakry. Oui, vous devez réagir un peu par rapport à tu viens de le souligner, c'est vraiment toutes ces pertes en vie humaine. Est-ce que je demanderais à M. Silla si toutefois l'opposition n'a pas quand même perdu en fait quelque part, parce que je veux dire, il y a beaucoup de familles aujourd'hui, il y a beaucoup de militants, des gens qui étaient engagés à sortir, parce que je crois que les manifestations, comme il a souligné au début, quand même ont contribué à infléchir, je crois, la position, même si c'est temporaire, de M. Alpha Condé. Est-ce que il y a vraiment une possibilité, il y a un plan de reconquête, parce qu'il faut un plan de reconquête de ces militants de cette opposition qui se sentent aujourd'hui abandonnés, donc il n'y a pas de justice en Guinée, donc tu perds quelqu'un, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Est-ce qu'ils ont vraiment un plan de reconquête à leur niveau par rapport à ça? Boubacar Silla. Écoutez, je ne crois pas que nos militants soient désabusés. Tout est une question de communication. Nous sommes dans une opération d'information. Nous voyons que nos militants, nos sympathisants et tous les citoyens qui répondent régulièrement à nos mots d'ordre de manifestation sachent que nous avons gagné. C'est-à-dire que tous ces sacrifices, c'est vrai qu'il y a eu une cinquantaine de morts, il y a eu des blessés, il y a plus de milliers d'interpellés, il y a eu près de 50 milliards de francs guinéens de destruction d'édifices de biens privés. Mais tout ceci n'a pas été vain. Sans ces sacrifices-là, nous n'aurions jamais eu les accords que nous avons eus. Nous n'aurions jamais eu une internationalisation de la crise politique guinéenne, qui était en train d'être considérée comme une affaire guinéo-guinéenne, y compris par la communauté internationale. Nous n'aurions jamais pu avoir un encadrement aussi serré de l'opérateur technique Wemar Sabari, de manière à ce qu'il lui soit impossible d'utiliser une fraude générale, de faire preuve de partialité pour organiser une fraude générale massive en élaborant un fichier sur mesure. Au contraire, nous avons réussi à encadrer Wemar, à neutraliser cet opérateur technique et à faire en sorte que pour l'élection présidentielle de 2015, ce soit un nouvel opérateur qui soit recruté et que Wemar cesse sa mission dès la fin de ces élections législatives. Nous avons réussi à faire voter les Guinéens de l'étranger, ce que le gouvernement refusait obstinément. Nous avons réussi à faire en sorte que le fonctionnement de la CENI, qui était complètement à la dévotion du gouvernement, que ce fonctionnement revienne sur des bases plus légales et plus réglementaires. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons gagnées. Nous avons fait en sorte que le gouvernement s'engage désormais à ce que l'administration publique, qu'elle soit déconcentrée, décentralisée ou centralisée, qu'elle soit effectivement neutre, et que les partis politiques aient une liberté totale de mouvement à l'intérieur du pays, que les partis politiques puissent avoir accès, quelle que soit leur sensibilité politique, aux médias de service public, aux places publiques à l'intérieur du pays pour leurs meetings. Donc il y a des gros acquis, tout est maintenant au respect de ces dispositions, de ces accords. Notre but sera non seulement d'informer nos militaires et nos sympathisants sur tous ces acquis, sur le fait que leur lutte n'a pas été inutile, sur le fait que nous avons toujours brandi les intérêts de ces militants et de ces sympathisants. C'est pour ça qu'au niveau des accords, nous avons inclus cette formule d'indemnisation et nous allons faire en sorte que ce type de violence et de brutalité ne se répète pas en Guinée. Merci. Voilà, il y a beaucoup d'acquis dans tout ça. Merci. Merci beaucoup, Boubacar Silla, porte-parole de l'opposition guinéenne, de nous avoir accompagnés en direct depuis la Guinée-Conakry. Effectivement, nous avons discuté de cet accord que vient de signer pouvoir et opposition et sur les dossiers des législatives en Guinée-Conakry également. Merci également à notre confrère Abdoul Goudoussi Baldé depuis Genève. Merci et bonsoir chez vous, messieurs. Je vous en prie, merci beaucoup et bonne journée et bonne journée à M. Baldé aussi. Merci. Au revoir. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique pendant 2 heures de l'orge. Merci d'avoir été fidèle à nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci également à nos radios partenaires Légende FM à Lomé au Togo et la VRA, la voix de la résistance africaine. Vous pouvez également réécouter nos émissions en podcast sur nos sites et partenaires d'information panafricaine. Excellente soirée à toutes et à tous.